Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 43. 43e chapitre. Jeanne d'Arc. Le lendemain soir, Monsieur Doumier, Marianne et Jeanne se réunirent de nouveau dans le salon. Et Monsieur Doumier dit: « Alors, ce soir, c'est de Jeanne d'Arc que vous voulez que je vous parle? »« Oui, grand-papa, » répondit la fillette. « Je te l'ai promis. » Dit alors Monsieur Doumier. « Mais ne connais-tu pas déjà très bien toute l'histoire de Jeanne d'Arc? »« Oh, si, mais j'aime quand même l'écouter. » Quand on jouait Jeanne d'Arc à l'école, c'était toujours moi qui étais Jeanne. Parce que tu as le même nom qu'elle? Non, parce que notre maîtresse disait que je lui ressemblais. Tu ne trouves pas? Peut-être bien, dit le grand-père en souriant. Puis il se mit à raconter l'histoire de Jeanne d'Arc. Le 6 janvier, très probablement de l'an 1412, naissait dans le petit village de Domremy une petite fille comme les autres, qui fut baptisée Jeanne. Son père s'appelait Jacques d'Arc et sa mère Isabelle. C'étaient des gens très simples. Jacques d'Arc était un paysan. À l'époque de la naissance de Jeanne, il y avait dans la famille 3 garçons: Jacques, Jean et Pierre. Et un an après la naissance de Jeanne, sa mère eut une deuxième fille, qui fut baptisée Catherine. Quand Jeanne devint plus grande, elle fit dans la maison et dans les champs du village le même travail que toute autre fille de paysan. Elle conduisait la charrue, gardait les animaux et aidait sa mère à faire les 1000 travaux de la maison, ce qui n'était pas si peu à cette époque. « C'est vrai, » dit Jeanne, « on n'avait pas de machine comme aujourd'hui alors. » Non, et de plus il fallait faire soi-même tous ses vêtements. Et il fallait faire soi-même l'étoffe avec laquelle on faisait ses vêtements. Et on faisait soi-même son beurre et son fromage. Sans parler du pain, qu'aujourd'hui encore on fait très souvent soi-même à la campagne. C'était dur d'être paysan au temps de Jeanne, dit Jeanne. Oui, très dur, dit Monsieur Doumier. Puis il reprit son histoire. Mais Jeanne n'était pas tout à fait comme les autres filles de son âge. Beaucoup plus souvent que la plupart de ses amies, elle allait à l'église, et les gens disaient même qu'elle y allait trop souvent. Elle allait se promener et jouer aussi, bien entendu, comme toute fillette de son âge. Mais elle allait rarement danser, préférant aller soigner les malades et s'occuper des pauvres. Elle aimait beaucoup les pauvres et demandait souvent à ses parents de les laisser dormir dans leur maison. Elle voulait même que les pauvres dorment dans son lit, tandis qu'elle-même dormait devant la cheminée. Et voilà qu'un jour, à l'âge de 11 ou 12 ans, cette fillette entendit des voix qui lui dirent d'aller à la guerre pour libérer la France des Anglais. La France et l'Angleterre étaient en guerre depuis 1337. D'où venaient ces voix? Nous dirions peut-être aujourd'hui qu'elles venaient de Jeanne elle-même. Ici, la petite Jeanne arrêta son grand-père et lui dit, très sûre d'elle-même: « Non, c'étaient les voix des anges qui protégeaient Jeanne d'Arc. »« Je ne dis pas non, » lui dit son grand-père en souriant, puis il reprit. Jeanne elle-même croyait entendre ces anges, et quand elle les entendait, elle se mettait à genoux et priait. Ainsi se passèrent 4 ou 5 années. Mais voilà qu'un jour, une voix lui dit avec plus de force que les autres que Dieu avait grande pitié du peuple de France et qu'il fallait qu'elle, Jeanne, quitte la Lorraine, sans payer, et s'en aille en France. À ce temps-là, la Lorraine ne faisait pas encore partie du royaume de France. En entendant cela, Jeanne commença à pleurer, car elle n'était qu'une très jeune fille de 16 ans, et était remplie de crainte à l'idée d'abandonner sa famille. Mais alors la voix lui dit qu'elle prenne courage et qu'elle aille à la ville de Vaucouleurs, où elle trouverait un soldat du roi qui la conduirait sûrement en France, auprès du roi lui-même. « Va, fille de Dieu, va, va, va !» dit la voix une dernière fois, et Jeanne partit. Elle demanda à son oncle, Durand Laxart, de l'accompagner à Vaucouleurs,
lui disant qu'elle devait aller en France pour y faire couronner Charles VII, afin qu'il soit vraiment roi de France. Car, dit-elle, n'a-t-il pas été dit que la France serait relevée par une vierge? En quittant Domremy, Jeanne dit adieu à ses amis et elle leur dit qu'elle relèverait la France et ferait couronner le roi. Ses parents étaient très tristes de la voir partir, et ils pleurèrent beaucoup. Mais rien ne pouvait arrêter Jeanne. Elle n'obéissait plus aux hommes, mais à ses voix, c'est-à-dire à Dieu, son Seigneur, comme elle le disait elle-même. Arrivée à Vaucouleurs, Jeanne essaya de se faire recevoir par Robert de Baudricourt, qui était le chef de la ville. Ce capitaine était le soldat dont avaient parlé ses voix. Jeanne en était sûre, mais il refusait de croire que cette fillette ait quelque chose d'important à dire au roi. Alors, Jeanne alla avec son oncle auprès du duc de Lorraine, qui l'écouta humblement, et lui donna de l'argent. Après cela, ayant probablement plus foi en elle qu'au moment de son arrivée à Vaucouleurs, Robert de Baudricourt se décida à lui donner quelques soldats pour l'accompagner jusqu'à Chinon, la ville où se trouvait le roi Charles. Jeanne avait quitté son village habillée de vêtements ordinaires de femme en étoffe rouge. Comme ces vêtements n'étaient pas très commodes pour un long voyage à cheval, les habitants de Vaucouleurs achetèrent à Jeanne des vêtements d'homme, beaucoup plus commodes, ainsi qu'un cheval. Car les habitants de Vaucouleurs, pauvres gens comme ses propres parents, avaient foi en Jeanne. c'est ainsi que le dimanche 13 février 1429, la Pucelle et ses compagnons se mirent en route. À travers un pays occupé par les Anglais, qui depuis bien des années étaient en guerre avec la France. Pour éviter les soldats ennemis, on voyageait souvent de nuit, et on évitait naturellement toutes les villes et tous les villages. Au bout de 11 jours, Jeanne et ses 6 compagnons de route arrivèrent à Chinon, où, comme nous l'avons vu, se trouvait le roi à ce moment. Ici, Jeannette interrompit de nouveau son grand-père. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à Paris, le roi? Parce que Paris, alors, n'obéissait pas au roi. Paris était aux mains des Anglais, dont le roi, Henri VI, fils d'un roi d'Angleterre et de la fille d'un roi de France, voulait être reconnu comme vrai roi de France. Le roi Charles VII n'avait à ce moment que quelques villes et une petite partie du pays. Mais tout cela, tu le savais, non? Oui, c'est vrai, répondit Jeanne. Je le savais, mais j'y pensais pas. Continue, grand-papa. Dis-moi comment Jeanne d'Arc a rencontré le roi de France. Et monsieur Doumier reprit. Quand la Pucelle arriva à Chinon, le roi Charles ne voulut d'abord pas la recevoir. Cette jeune fille qui se disait envoyée par Dieu lui faisait peur. Il ne savait que penser d'elle. Qui prouverait que Jeanne n'était pas une sorcière, et que son maître n'était pas le diable? Il lui fit demander pourquoi elle était venue, à quoi elle répondit qu'elle avait une double mission. D'abord, elle avait la mission de libérer la ville d'Orléans, que les Anglais assiégeaient depuis des mois. Ensuite, elle avait reçu de son seigneur la mission de mener le roi à Reims pour l'y faire couronner. Mais le roi n'osait toujours pas la recevoir. Il la fit d'abord interroger par des gens d'église. Et ce n'est que lorsque ceux-ci lui firent savoir qu'ils n'avaient trouvé rien de mauvais en Jeanne et que rien ne permettait de supposer qu'elle était envoyée par le diable, que Charles VII permit enfin à la Pucelle de venir à la cour. Même alors, le roi voulut une dernière fois mettre Jeanne à l'épreuve. Quand elle entra dans la salle, le roi se retira dans le fond et l'on montra à Jeanne un des hommes de la cour, en lui disant que c'était là le roi. Mais Jeanne reconnut le roi du premier coup, alla droit vers lui et, comme il lui demandait son nom, elle lui répondit, mettant un genou à terre. « Gentil seigneur, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Et le roi des cieux te fait savoir par moi que tu seras couronné et sacré à Reims, et que tu seras lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. » Et à la suite d'autres questions, Jeanne dit de nouveau au roi, « Je te dis de la part de mon seigneur que tu es vrai héritier de France, et fils de roi. Il m'a envoyé à toi pour te conduire à Reims, pour que tu reçoives ton couronnement, si tu le veux. »
Le roi fut très content d'entendre ces mots, car il était très faible, et n'était pas sûr de lui ni de ses droits à la couronne de France. Mais ce qui finit probablement par faire disparaître les doutes du roi, ce fut que Jeanne d'Arc, quand elle fut seule avec lui répéta mot à mot une prière qu'il avait faite à Dieu 4 mois plus tôt et que personne n'avait entendue. Elle lui dit également où il l'avait faite et quel jour. Après cela, le roi fit connaître à sa cour qu'il avait maintenant plein foi en Jeanne la Pucelle. Peu de temps après, Jeanne fut armée en capitaine et partit, à la tête d'une armée à l'aide de la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. La seule arme de Jeanne était une vieille épée dont elle ne se servit jamais, car elle ne voulait pas faire couler le sang. En arrivant devant Orléans, Jeanne promit au roi qu'avant 5 jours la ville serait libérée, et elle tint sa promesse. Ici, M. Doumier s'arrêta et comme il ne semblait pas vouloir continuer, Jeanne lui demanda « Et alors, grand-père, qu'est-ce qu'elle a fait, Jeanne d'Arc ?» Mais son grand-père, regardant sa montre au lieu de répondre, lui dit « Oh, oh, il est déjà 11 heures, et tu n'es pas encore couché. Que pense ta maman de ce vieux grand-père qui oublie que les petites filles ne doivent pas se coucher trop tard ?» Maman pense sûrement que tu es un bon vieux grand-père qui raconte de très belles histoires, dit la fillette. Marianne sourit et dit en se levant « Tu as raison, Jeannette, mais grand-père a raison aussi. Il est très tard. Viens vite te coucher, et demain soir grand-père finira peut-être son histoire. C'est promis, dit M. Doumier. Et sur ces mots, tout le monde quitta le salon et alla se coucher.